Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Le ministre de l'Éducation s'attaque à ce qu'il appelle l'homme malade du système. Pape Ndiaye souhaite réformer le collège. Alors comment cela va-t-il se passer? On va décortiquer tout cela dans la question du jour dans un instant. Découvrir des métiers grâce à la réalité virtuelle, c'est ce que propose J'Explore, un casque à réalité virtuelle dont on vous parlera en deuxième partie d'émission. Enfin, dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Mickaël Dorian reviendra sur le dernier match de la légende du tennis, Roger Federer, un match qui a fait veiller de jeunes fans jusque tard. Mickaël Dorian qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Mobilisation dans les écoles ce jeudi. Alors Mickaël, bilan de cette journée en grève, racontez-moi. La première grève de l'automne, Virginie, pour les enseignants. Cet après-midi, le ministère de l'Éducation nationale a divulgué les chiffres sur la mobilisation des professeurs dans les académies de France métropolitaine et de la Réunion. En moyenne, 11% des enseignants ont fait grève aujourd'hui. En Ile-de-France, en revanche, il semblerait que la mobilisation soit plus importante à Paris. Selon le SNUIPP-FSU, principal syndicat des maternelles et élémentaires, 40% des enseignants du primaire étaient en grève et 10% des écoles étaient fermées. Bonne nouvelle, oui, il y en a dans l'éducation. Il semblerait qu'en primaire, le niveau des élèves en français progresse. C'est en tous les cas ce qu'indiquent les résultats des évaluations en français de l'enquête CED réalisée tous les 6 ans et qui viennent d'être publiés. Ces résultats précisent en effet qu'entre 2015 et 2021, les performances des élèves en français ont légèrement progressé en CM2, mais sont restées quasi stables en fin de collège. Elles notent également de forts écarts en fonction de l'origine sociale et une aggravation des inégalités à l'école et au collège. Le ministère de l'Éducation vient de publier le calendrier 2022-2023 pour les élèves de terminale. Avec les fameuses épreuves de spécialité qui auront lieu, je vous l'avais annoncé précédemment, du 20 au 22 mars. Le bac philo aura lieu cette année le 14 juin et pour le grand oral, ce sera du 19 au 30 juin. Les résultats du bac seront publiés le 4 juillet. Ça, c'est pour le bac général. Pour les bacs pro, les épreuves théoriques et pratiques sur informatique auront lieu du 22 mai au 2 juin. Les épreuves écrites du 13 au 26 juin. Et concernant Parcoursup, vous pourrez formuler vos vœux à partir du 18 janvier jusqu'au 8 mars. Les dossiers devront être complétés et confirmés avant le 6 avril 2023. L'industrie du porno dans le collimateur de 4 sénatrices. Elles ont publié hier un rapport accablant. Un rapport intitulé « Porno, l'enfer du décor » qui met en lumière la violence systémique de cette industrie. Elles appellent le gouvernement à agir contre ces dérives. Le Sénat propose aussi des pistes pour bloquer l'accès des sites porno aux mineurs. Et il y a urgence pour le professeur Israël Nissan, interrogé ce matin sur Europe 1. Pour lui, la pornographie a un impact majeur chez les adolescents. On l'écoute. Des jeunes qui, au moment où ils élaborent leur fantasmagorie sexuelle, se voient imposer un prêt-à-porter, c'est-à-dire des images qui les choquent et en même temps les excitent, constituent et sont dérangés dans leur élaboration psychosexuelle par ces images qui font effraction de manière traumatique dans leur psychisme. Ainsi, on voit des jeunes garçons qui disent avoir besoin absolument des images pour maintenir leur érection et en vouloir aux jeunes femmes avec lesquelles ils sont en lien de n'être pas capables de produire une excitation équivalente. Sujet très très important en effet, dont on parle souvent aussi dans le grand JT de l'éducation. Merci beaucoup Mickaël. Comment réformer le collège? C'est la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir un fidèle, je peux dire ça comme ça, finalement, un vrai fidèle de l'émission, Norman Gourrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SNCL, je le rappelle, c'est le syndicat national des collèges et des lycées. Ça tombe bien, on parle de cette fameuse réforme à venir, a priori, qui doit être du collège. La réforme du collège revient sur le devant de la scène suite à l'annonce de Pape Ndiaye de s'attaquer à l'homme malade du système, je cite. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'on s'y colle, qu'on s'y intéresse. Certainement pas, non. Bah oui, voilà, c'est ça. Alors, j'ai essayé de regarder, figurez-vous, je me suis attachée que à la Ve République, mais du nombre de réformes qu'il y a eu. Déjà. Ou même depuis Giscard, c'est surréaliste. Regardez le nombre de feuilles que j'ai. Je les ai toutes notées. Je ne suis pas étonné du tout. On a des archives considérables sur les tentatives de réforme du collège. Chaque gouvernement presque veut marquer son empreinte sur ce niveau intermédiaire et tente une réforme.
qui méritent plus ou moins le nom de réforme d'ailleurs, parce que parfois sont plutôt des bricolages et des choses qui sont abandonnées au bout de quelques années discrètement et qui ne restent pas, qui ne perdurent pas. Mais d'autres aussi restent et encombrent même parfois le collège dans son fonctionnement jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça, parce qu'en fait, on fait quelque chose, après on le contredit d'une certaine manière pour revenir en arrière, on repartir en avant. Enfin, oui. C'est en permanence un changement qui est aussi bien insupportable, j'imagine, pour évidemment les gens de l'éducation nationale que pour aussi les parents et les élèves. Ça touche tout le monde. Oui, ça touche les familles, les élèves à court terme et à moyen terme, les équipes pédagogiques, leurs projets, la manière d'organiser les emplois du temps, les équipes dans les établissements aussi, quand on change des volumes horaires de discipline, on change des équipes, donc on déplace des personnels. Ça a des conséquences sur la vie privée des personnes. C'est évidemment à chaque fois. Si en plus les personnels ne voient pas un intérêt ou un bénéfice à tous ces efforts, c'est à chaque fois plutôt un sujet de frustration. Je reprends vos mots, vous dites chaque gouvernement essaye de marquer, c'est ça, un peu. Est-ce que ça voudrait dire que c'est plus politique que finalement à des vraies visées voilà, de réformes profondes et structurelles de l'enseignement ? Oui, la plupart des réformes du collège qu'on a reçues sur les 20 dernières années sont des réformes qui étaient présentées comme un effort, une volonté d'innovation pédagogique ou d'essayer de rattraper le niveau des élèves français. Mais à chaque fois, en creusant un peu, on retombe plutôt sur des préoccupations budgétaires, des diminutions de moyens déguisées sous le nom de réforme. Alors, ce qui me fascine, c'est que vous soyez toujours secrétaire général du SNCL et que vous ayez toujours envie de vous battre et que vous continuez à y croire. Parce que quand on se dit qu'on est face à des gens qui vont en fait, continuer à faire de la politique, en tout cas, ce sont vos mots, hein, mais pourquoi continuer à y croire ? Pourquoi se battre ? Déjà, on se le doit pour nos élèves. C'est vrai qu'on essaie à chaque réforme de faire valoir les éléments pédagogiques, les éléments pragmatiques qui permettent d'assurer à nos élèves encore un enseignement digne de ce nom. On se le doit à nous-mêmes aussi, puisqu'on est consciencieux dans notre travail en tant que fonctionnaire, en tant que professeur. On a envie d'une école qui mène à l'excellence et on a aussi le sentiment que le modèle français a des spécificités qui valent la peine d'être défendues. Et non pas d'être lissé sur un modèle anglophone ou européen où on va perdre notre identité qui peut faire notre force. Alors j'inverse ma question, autrement dit. Est-ce que vous pensez que vous avez un poids auprès du gouvernement ou en tout cas du ministère de l'Éducation ? Oui, parce que tous les gouvernements, certains l'apprennent même parfois dans la douleur, savent qu'aucune réforme du collège ne dure si elle est faite sans l'assentiment des personnels. On ne peut pas réformer l'école en France sans l'assentiment de ceux qui la font vivre tous les jours. Parce que ça se délite, parce que les choses sont rediscutées, renégociées. Si on n'a pas l'impression d'avancer, on ne peut pas imposer une absurdité. On peut le faire sur 6 semaines, mais on ne peut pas, en des années, porter une absurdité sur des centaines de milliers de personnes qui, tous les jours, sont confrontées au non-sens de ce qu'on leur demande. Donc, quelque part, le gouvernement a intérêt aussi à la négociation pour réussir à faire aboutir quelque chose, ou au moins qu'il subsiste quelque chose dont il puisse se vanter médiatiquement. Alors, pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, à l'Éducation nationale, on s'est beaucoup focalisé sur le lycée, mais surtout sur l'école primaire, qui était effectivement une priorité selon Jean-Michel Blanquer, donc l'ancien ministre de l'Éducation. On parlait surtout du dédoublement des classes de CP et de CE1, et évidemment, c'est là que les bas se créent, on le sait, on l'a dit, j'imagine que vous l'avez pensé aussi, on apprend d'abord à lire et à écrire, d'accord ? Oui, absolument pas du tout contre cette analyse, c'est certain. Voilà, il faut ensuite pouvoir les maîtriser, et le problème, c'est que les maîtriser, on apprend que ce n'est pas forcément le cas quand les élèves arrivent en 6e. Mais cette réforme, est-ce qu'elle est vraiment plus que nécessaire aujourd'hui ou alors encore c'est une refonte, encore une fois, globale qui n'a pas été réussie pendant le quinquennat Blanquer et qu'il faut donc perdurer dès le primaire et continuer jusqu'effectivement collège-lycée ? Je pense que dans le quinquennat Blanquer, on était empêché d'agir sur le niveau du collège justement par ces grandes réformes menées sur le lycée et sur le premier degré. La réforme du lycée a déjà mis le feu aux poudres à juste titre dans les lycées. Il y a quand même eu des changements terribles qui ont été apportés au niveau de la masse du volume horaire d'enseignement porté aux lycéens. Le baccalauréat est réduit aujourd'hui à sa portion congrue. Espérer faire passer ça en s'attaquant en même temps au collège et mettre vent debout l'ensemble du corps professoral, ça aurait été difficile à passer. Donc je pense qu'il y a eu une stratégie de division qui a épargné le collège pendant ces 5 années, qui sortait en plus d'une réforme de Najat Vallaud-Belkacem qui avait été assez redoutable aussi. Et c'est ce qui vaut qu'aujourd'hui, on se retourne vers le collège. Maintenant, est-ce qu'on y vient avec encore une volonté de récupérer des moyens déguisés ou est-ce que Pap Ndiaye a une véritable volonté de soigner un problème ? J'aime pas trop l'expression homme malade du système parce que ça voudrait dire que tout est la faute du collège. Non, le collège, effectivement, a besoin de réformes et on a des problèmes partout et on en a même des nouveaux qu'on vient de créer au lycée. Donc l'expression, pour moi, est quand même très malvenue. Mais oui, il y a des problèmes, il y a des choses à faire. D'ailleurs, des choses qui n'ont pas forcément tous un coût.
restaurer l'autorité des professeurs, ça ne se chiffre pas en euros, si vous voulez. Avoir un soutien hiérarchique quand on est mis en difficulté par les familles au collège, par l'intrusion de plus en plus forte des familles ou des paroles d'élèves, ça ne se chiffre pas non plus en euros. Donc il y a une question de philosophie. Oui, de la reconnaissance aussi du métier d'enseignant. Reconnaissance du métier enseignant, on parle beaucoup de l'attractivité et de la revalorisation en ce moment, c'est une chose, il y a la revalorisation financière, mais il y a aussi le statut de reconnaissance de l'autorité de l'enseignant dans ses classes, parce qu'on peut donner toutes les heures d'enseignement qu'on veut. Si dans une classe, dans une heure, on doit consacrer 15 minutes à la discipline, 20 minutes à la remédiation, 10 minutes à suivre l'élève qui est en situation de handicap et qui ce jour-là n'a pas l'assistant qu'il devrait avoir, et qu'est-ce qu'on donne comme instruction Et ça, c'est la réalité, Norman Gourrier ? Ça, c'est la réalité du collège aujourd'hui. À notre sens, nous, au SNCL, l'analyse qu'on fait, les deux principaux mots du collège aujourd'hui, c'est d'abord la perte qualitative de l'instruction dans une heure de cours, qui est de plus en plus délitée par de la remédiation, par de l'innovation pédagogique, par de l'interdisciplinaire, tout ce que vous voulez, mais de moins en moins de l'enseignement d'instruction de discipline et aussi par les problèmes de contenu, en fait. On parle de contenu. Voilà, c'est ça. Ouais, vous avez un cadre de classe qui n'est pas calme, qui n'est pas posé. Eh bien, vous avez du mal à transmettre les connaissances et donc vous perdez petit à petit, jour après jour, vous perdez du temps utile à travers votre enseignement. Et l'autre, c'est l'enfermement dans le modèle unique, du collège unique, où on a de moins en moins de redoublements possibles, de moins en moins de voies alternatives possibles et où les enseignants doivent faire avec les mêmes élèves en 4 ans maximum, du début à la fin. Et ça, pour nous, ce n'est pas possible. Il y a des élèves qui ont besoin, assez tôt, d'aller dans des structures plus spécialisées, d'avoir des alternances au collège ou au modèle unique du collège, pour permettre justement qu'ils s'épanouissent mieux, qu'ils aillent plus loin dans leurs possibilités, et aussi permettre aux élèves qui n'ont pas de difficultés, eux aussi, d'avoir un espace pour progresser. Parce que vous avez vu les résultats des élèves de seconde qui ont été publiés récemment en mathématiques et français en France. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe surtout sur le nombre d'élèves qui arrivent à un niveau avancé en français et en mathématiques. C'est-à-dire que le niveau moyen baisse, mais on avait 15% des élèves en 1995 qui réussissaient à avoir un niveau de mathématiques et de français avancé. On en a 1% aujourd'hui à l'entrée de seconde. Donc on a aussi un déclassement de l'excellence des élèves qui, sans difficulté, sont bridés dans l'évolution parce qu'ils sont mélangés dans un modèle unique où il y a de moins en moins d'options, moins en moins d'espace pour qu'ils puissent exprimer aussi leur potentiel. Là, vous parlez qu'au collège ou alors au lycée ? C'est évidemment le collège qui est le centre de tout ça, névralgique. C'est pour nous, c'est pour ça qu'on en fait vraiment un des points sur lequel il faut intervenir pour le collège. Alors justement, on va parler du collège unique juste après. Parlons justement du contenu. Oui. La 6e est donc un chamboulement pour les élèves. On le sait, moi je l'ai vécu aussi avec mon fils. L'arrivée en 6e, c'est évidemment la démultiplication des matières, du nombre de professeurs, souvent du changement de classe, des cartables extrêmement lourds, de ne pas oublier le manuel, le livre, le cahier, le classeur, la pochette, etc. Enfin, c'est un chamboulement total pour les élèves, pour les professeurs aussi, évidemment. Mais là, il y a plus de matières, plus de profs, plus de devoirs, le changement d'établissement. Enfin bref, on est vraiment, voilà, on passe dans la cour des grands, si je puis dire. Est-ce que un tel changement de rythme, justement, pour un enfant, peut avoir des conséquences sur son apprentissage ? On sait que c'est intrinsèque, c'est comme ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour ça ? Parce qu'en fait, on s'en plaint tous. Parents, élèves, professeurs, on se plaint tous de cette situation. Alors, dans le constat qu'on peut faire, qui nous est remonté par les équipes, c'est vrai que depuis ces dernières années, on a des élèves qui arrivent dans les classes de 6e avec un niveau de stress supérieur à ce qu'on a connu dans les générations précédentes. Les élèves sont extrêmement stressés, notamment stressés de réussir, de bien faire, de bien réussir. Donc plutôt dans le bon sens, c'est ce stress-là avec lequel ils viennent, mais au point que ça peut les handicaper, les paralyser sur l'année de 6e. Donc on a effectivement des premiers mois de scolarisation de 6e qui sont rendus difficiles par la pression que les enfants se mettent eux-mêmes, et sans forcément la communiquer ou la verbaliser d'ailleurs avec leurs parents. C'est parfois le stress que les parents rejettent sur les enfants qui arrive. C'est un facteur qui c'est sociétal. On sait qu'il y a aussi une pression sociétale qui s'agrandit à ce niveau-là et on la ressent en classe de 6e. Après, normalement, le cursus de 6e est fait aussi avec des espaces pour aménager, pour accompagner les élèves. On peut pas Il y a très peu de préparation quand même entre la fin donc, du CM2 et l'arrivée en 6e, notamment en plus avec ces vacances qui sont très longues, donc où ils perdent les connaissances. Mais en plus de ça, ils arrivent dans un système, si vous voulez, d'organisation. Ils n'en sont pas préparés au système organisationnel. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi un défaut de communication entre les écoles et les collèges au niveau du suivi des profils des élèves. On a normalement, dans l'idéal, l'arrivée des informations des écoles devrait permettre aux équipes de 6e, dès le mois de mai-juin de l'année d'avant, de préparer les classes, d'organiser les groupes, de réfléchir à une organisation de classe qui soit pertinente. Et en vérité, les professeurs ont peu de temps, puisqu'il y a le brevet des collèges en même temps, et le temps qui est consacré à l'accueil, préparation 6e,
sixième est finalement insuffisant puisqu'il se fait sur le temps bénévolat que les professeurs veulent bien y consacrer en plus de tout ce qu'ils ont à faire à côté. C'est vrai que l'institution ne reconnaît pas un temps pour ça, dédié, qui permettent aux professeurs de se consacrer à la préparation et à ses élèves d'être accueillis comme une pré-entrée sur la sixième qui pourrait faciliter les choses. Pap Ndiaye dit, je cite, les inégalités se creusent en sixième. Lorsqu'il parle de ces inégalités-là, est-ce que c'est des inégalités effectivement en termes de niveau ou plus il parle d'écarts importants finalement de niveau, mais qui sont selon lui fortement corrélés à l'origine sociale des élèves. Autrement dit, est-ce que l'école fabrique aussi l'inégalité ? On voudrait que l'école soit le parfait ascenseur social et permette une égalité des chances sur la totalité du territoire. C'est notre mission, c'est la mission de l'école républicaine. Dans les faits, aujourd'hui, effectivement, ça n'est plus le cas. On n'arrive plus à pallier les défauts de l'origine sociale des enfants et qui entraînent des soucis dans leur scolarisation par le système scolaire uniquement. Parce que c'est trop dur. Il y a trop de marge. On ne peut pas les rattraper. Alors on espère que les dédoublements mis en place dans l'école primaire dès les premiers niveaux vont aider aussi à ça. Et c'est l'objectif. Et on commence à voir un peu de progrès quand même sur les statistiques, mais il est certain que comme l'année de sixième est aussi l'année où on va commencer à construire des savoirs élaborés au-dessus des savoirs fondamentaux, si les savoirs fondamentaux sont fragiles, eh bien, la punition est d'autant plus grande à l'arrivée sur les résultats. Et donc, le creusement de niveau que vous signalez, c'est sa raison d'être. C'est pour ça, il est là, il est il se manifeste peut-être davantage au moment de la sixième à cause de cela. Et bon, il faut savoir que je prends un exemple en français. Il y a 25 ans, un élève avait 6 heures dédiées de français en sixième, mais le professeur qui s'occupait de la classe de sixième avait 9 heures. Il donnait 3 heures de cours à la classe entière, 3 heures à une moitié de classe et 3 heures à une autre moitié de classe. Donc, du point de vue de l'élève recevait 3 heures en classe entière de français et 3 heures en demi-groupe. Donc, et on parlait de classe à 24, 25, pas à 29 ou 30 comme aujourd'hui. Oui, ça veut dire des demi-groupes à 12. Oui. Vous imaginez bien les progrès qu'un élève fait en français quand il a 3 heures de classe entière et 3 heures à 12 élèves avec un professeur rien que pour lui. Oui, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, aujourd'hui, on est à 4h30, comptez Rubis-sur-Long, classe entière, 29, avec les élèves qui sont 10, avec les élèves qui sont en situation de handicap et le professeur homme orchestre au milieu de tout ça, si vous voulez. Et cet élève en situation de handicap, souvent sans AVS à ses côtés. C'est vraiment pour nous, au SNCL, c'est ça. On a bien sûr tous intégré que l'inclusion des élèves en situation de handicap est un progrès, un profit pour la majorité de ces enfants et aussi pour les enfants qui ne sont pas en situation de handicap. D'avoir à leur côté un élève qui relève d'un profil particulier, ça a des effets bénéfiques sociaux, tout le monde le reconnaît. Mais il faut aussi savoir qu'on ne peut pas envoyer un enfant tout seul. Et aujourd'hui, faute d'AESH, faute d'accompagnants, les professeurs reçoivent dans leur classe des enfants qui n'ont pas d'accompagnant, qui n'ont pas le dossier scolaire, qui ne savent même pas les pathologies dont souffre l'élève. Oui, ce qui est dramatique pour l'élève en question, dramatique pour la famille, qui est inquiète, complexe évidemment. Complexe pour la classe, complexe pour le professeur, mais au pire pour l'enfant qui lui-même est en situation de souffrance dans cette inclusion mal préparée. Évidemment. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, du collège unique. Alors, on est dans le collège de la loi Abi de 75. Ça fait partie de mes petites fiches de réforme que j'ai sorties, la 75, 89, Jospin, début de la fin, 93, François Bayrou, Ségolène Royal, 2005, Fillon, donc l'avenir de l'école. Je n'étais pas là, mais mon syndicat était là en 75 pour signer avec ces accords ou les refuser. Nous avions eu une grande part dans les discussions, justement, en refusant le modèle unique. Ça s'est joué à très peu de choses. À l'époque, c'était un combat politique très fort pour un collège à la carte, peut-être un peu plus à l'allemande, ou ce modèle unique. Et malheureusement, à notre sens, c'est le collège unique qui l'a. Alors pourquoi malheureusement ? Parce que on constate qu'aujourd'hui, on a un taux de décrochage scolaire qui ne fait qu'augmenter. On a des situations de violence scolaire qui ne font statistiquement qu'augmenter. Et une grande partie de ces violences sont dues à des enfants qui sont en complet décrochage dans l'école, se sentent en situation de faiblesse, mis en situation d'échec jour après jour, et finissent d'abord par développer un rejet de l'école, et après des situations violentes. Alors que ces mêmes élèves, accompagnés dès la 5e sur des parcours passerelles qui leur permettent de tester, mais aussi de revenir dans le schéma classique s'ils le souhaitent, peuvent, en découvrant une voie professionnelle, se trouver en situation de réussite, se trouver en situation d'apprentissage pratique où ils comprennent, où ils adhèrent et où ils performent. Et donc, dans ce cas-là, tout d'un coup, vous voyez bien que l'enfant se projette dans l'avenir. Il se sent reconnu, il voit qu'il peut faire des choses et on transforme une violence en une ressource. Donc, ces parcours-là, adaptés, qui étaient la 4e technologique, la 3e pro, c'était de l'or à la fois pour sauver ces enfants, les amener au meilleur de leurs possibilités et aussi en les décorrélant pour un temps ou pour un temps un peu plus long de la classe ordinaire, permettre à la classe
dite ordinaire, de continuer à aller un chemin plus apaisé parce que le professeur ne se retrouve pas avec 2-3 profils d'enfants en décrochage à gérer avec l'ensemble des autres. C'est ça pour nous. Est-ce que cette différence de niveau, justement menée par le collège unique, a conduit automatiquement au nivellement par le bas ? Oui, c'est ça, puisque voulant afficher une réussite pour tous les élèves, mais en même temps ne se donnant pas les moyens du redoublement, qui aurait pu être un moyen d'adaptation, puisqu'on peut vouloir le collège unique, mais aussi expliquer que chaque enfant qui n'a pas le niveau à un moment donné, bien redouble. Mais comme en même temps on était poussé par la sortie d'économiser et de réduire le nombre de redoublements, mais on était privé de toute issue. Et on s'est retrouvé avec un tapis roulant qui s'est mis en place où il fallait que chaque élève de la 6e à la 3e valide ses passages et montre finalement une réussite. Et faute de pouvoir améliorer le niveau des élèves, bien on a baissé le niveau des exigences, tout simplement. Oui, on comprend. Alors je rappelle quand même juste le principe du collège unique, c'est l'homogénéité en gros, c'est-à-dire l'idée d'un processus d'unification, démocratisation, afin qu'on soit tous à peu près au même niveau sans distinction. Ce qui est effectivement qui est tout à fait honorable comme idée. Mais dans la réalité, complexe. Complexe, puisque vous allez déjà plafonner des élèves à l'acquisition d'un socle commun qui manque d'ambition, à notre idée, alors que des élèves pourraient aller beaucoup plus loin dans ces choses-là, et puis étaler sur le temps une acquisition laborieuse pour des enfants qui sont de toute façon en difficulté avec l'abstrait, en difficulté avec ce type d'enseignement ou le format classe, parce qu'on a de plus en plus d'enfants qui ont des capacités extraordinaires par ailleurs, mais qui 55 minutes de silence et d'attention, c'est pas possible. Oui, mais alors maintenant qu'on est dans ce principe de collège unique, enfin je dis maintenant, ça fait depuis 74, 75, 75. Donc on est toujours dans le collège unique, on voit bien ces constatations. Qu'est-ce qu'on fait ? On va pas mettre les bons avec les bons et les mauvais avec les mauvais. Enfin, je veux dire, comment on peut procéder ? Non, on peut pas. Mais on peut jouer quand même sur certains leviers. Le premier levier, c'est le système des options. Après tout, il survit encore aujourd'hui un peu, moins qu'avant. On n'est plus à l'heure de gloire des classes européennes et développement où on pouvait vraiment monter à 32-34 heures semaine d'enseignement pour les élèves qui étaient des flèches et qui pouvaient ainsi apprendre 3 langues européennes en 3e. Non, ça, on n'en est plus là, mais au moins avoir une marge d'option pour les élèves qui souhaitent volontairement s'inscrire, avoir des cours complémentaires dans des disciplines complémentaires. Vous voyez que même sur le latin et le grec, on a fini par renoncer à l'enseignement pur de latin et grec pour dire on va faire un enseignement de culture d'antiquité à tout le monde. Et on délaye 1h30 de culture G à tout le monde au lieu de permettre, ou presque tout le monde, mais en fait maintenant de moins en moins, puisqu'on rabote aussi de ce côté-là, alors qu'avant on permettait aux élèves intéressés de faire 3 heures, 4 heures de latin ou de grec. Et alors donc du coup, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle, en fait, en 5e, on propose d'aller à la découverte des métiers justement pour mener les enfants petit à petit vers la voie professionnelle ? Oui, alors la découverte des métiers, quand on s'est présenté comme ça, idéalement, nous, on adhère tout de suite. À 2 conditions, que ce ne soit pas une découverte en 5e pour au final dire à l'élève ça t'a plu, tu as découvert, mais il va falloir que tu attendes 2 ans pour pouvoir faire quelque chose en lycée pro plus tard parce que la 4e et la 3e, on ne change rien. Si effectivement c'est accompagné après en 4e et en 3e d'une voie, de quelque chose qui lui permette de s'engager si l'adhésion s'est faite à la découverte en 5e. Mais est-ce qu'en 5e, en 5e on a 13 ans à peu près, 13-14 ans, non c'est ça, 12, 13, 14 ans, bon, en fonction des niveaux. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une réelle... Qu'on s'intéresse à des métiers, certainement, mais est-ce qu'on peut déjà s'orienter réellement dans la vie ? Je pense que c'est comme tous les parcours individuels qu'on a, les nôtres, peut-être le vôtre, en tout cas même le mien, on se pose des questions à tous les âges on peut se reconvertir, et à tous les âges on peut avoir des certitudes. Nous, on a des enfants de 10 ou 11 ans, 5, 6e, 5e, ils viennent du milieu agricole, ils savent qu'ils veulent continuer dans le milieu agricole et que c'est ce qui les passionne et c'est ce qu'ils veulent faire, et ils ont du mal à comprendre pourquoi on veut absolument leur enseigner l'histoire-géographie, la science-physique-chimie, jusqu'en 3e pendant des heures, alors qu'ils aimeraient bien savoir comment faire tourner l'activité agricole. Et puis c'est la même chose pour la carrosserie, le secteur ouvrier. Enfin, voilà, il y a des gens, des enfants, par passion, très jeunes, qui savent que eux c'est les voitures, eux c'est les motos, eux c'est quelque chose qui n'est pas au programme, parce qu'on n'a pas des cours pour ça. La technologie est réduite à portions congrues petit à petit. On manque de matière pratique. Voilà, et qui pourtant, ces enfants ont un don, un pouvoir, un talent, une motivation, ce qui vaut plus que tout d'ailleurs, à percer. Et on est obligé de leur dire, mais pour l'instant, continue, on verra ça dans 3 ans. Norman Gourrier, je pourrais rester encore 1 heure avec vous, parler du collège, parce que c'est très intéressant, et il y a encore plein de questions à se poser, et plein de choses à développer. Mais juste en 2 mots, s'il vous plaît, dernière question. Pap Ndiaye justifie également cette réforme en se basant sur les résultats des tests passés en début de seconde. Une partie des élèves, effectivement, n'a pas une maîtrise suffisante des compétences et des connaissances évaluées en maths et français, les savoirs fondamentaux, ce fameux terme qu'on emploie partout et tout le temps. Et donc, ma question, c'est forcément, est-ce que c'est vraiment le problème ? Est-ce que c'est vraiment le collège, quoi ? Est-ce que c'est là où ça se passe ? Est-ce que c'est pas tout un système ?
Alors on peut espérer que les efforts faits dans le premier degré vont porter leurs fruits, comme je vous l'ai dit, et qu'on arrivera donc avec des élèves de 6e qui auront des bases plus solides. Il y a un enjeu au collège. C'est vraiment un temps où va se décider pour l'enfant, pour l'adolescent qui est en formation, si j'adhère encore à l'éducation qu'on me donne ou si je tourne le dos à l'école. Et c'est pour ça que le collège est crucial. C'est un peu le moment où on peut perdre des élèves ou au contraire les raccrocher. Donc oui, moi je dirais que le collège pour ça est... Les prochaines dates, la cruciale pour vous en tant que syndicat, pour les profs, pour les élèves, pour les parents, pour tout le monde, pour l'éducation nationale. Donc, on était au ministère hier pour commencer les échanges, les discussions globalement sur la revalorisation des métiers de l'enseignement, puisque vous avez vu 4000 professeurs manquants à la rentrée, de moins en moins de vocations. Donc il y a un chantier sur la table qui est comment améliorer la rémunération des enseignants, et donc ça va s'accentuer avec les réunions multilatérales à partir du 3 octobre. Et puis après, le grand rendez-vous pour nous, c'est en décembre, puisque tous les collègues enseignants, tous les personnels de l'éducation nationale sont appelés à voter pour leurs syndicats, pour leurs représentants syndicaux pour les 4 prochaines années. Voilà. Bon, on se voit juste après, vous revenez? Oui, j'espère. On fait un point? On fait un point avec le sourire, j'espère, pour le SNCL en tout cas. On aura toujours le sourire maintenant. Est-ce qu'il sera avancé? C'est ça. Ça, on ne sait pas. Merci beaucoup Norman Gorier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du SNCL, le syndicat national des collèges et des lycées. On marque une courte pause et on se retrouve. Découvrir et tester des métiers à travers la réalité virtuelle, c'est le challenge que s'est lancé J'explore et on va le découvrir maintenant car j'ai le plaisir de recevoir Gennady Pak avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci mille fois d'être avec nous. Vous êtes donc le fondateur de J'explore, le casque justement à réalité virtuelle. Et là, est-ce que vous pouvez nous présenter l'objet déjà? Bien sûr. Donc c'est un casque comme ceci, autonome, sans fil, transportable et mis en place facile dans les salles de classe, dans les bibliothèques, dans les missions locales, partout où sont les jeunes. D'accord, alors réalité augmentée, donc ça veut dire que c'est la réalité, mais effectivement on est à l'intérieur, pardon. Réalité virtuelle. Oui, je confonds augmentée et virtuelle, c'est vrai. Dites-nous la différence d'ailleurs entre augmentée et virtuelle. C'est très simple. Pokémon Go, vous voyez tous le principe. Réalité augmentée. Ça c'est la réalité augmentée. Faites pas genre. Ouais. On va augmenter l'environnement réel avec de la 3D. Voilà. Réalité virtuelle, on va nous plonger dans un univers virtuel. C'est ça, c'est immersif. Exactement. D'accord, donc cette fameuse réalité virtuelle. Comment vous est venue l'idée justement de créer J'explore? Alors, moi j'ai un parcours tout d'abord avant dans le secteur associatif. J'ai beaucoup côtoyé les jeunes, en fait, les lycéens, les collégiens, où je partageais tout simplement mon parcours, mes expériences, mes stages. Et je voyais que toujours dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, on voyait qu'il y avait un manque en fait. Il y avait une méconnaissance du monde professionnel. Et je l'ai vu donc tout au long de mes interventions, de mes accompagnements des jeunes. Et vous interveniez en tant que quoi, en tant qu'accompagnant pour raconter votre expérience, mais à l'école, l'université? Oui, c'est ça, en tant qu'étudiant à l'époque. Voilà. Et en fait, à la fin de mes études, je m'étais dit, en fait, voilà, j'ai découvert la réalité virtuelle, c'est immersif. Ça permet de projeter les élèves et les jeunes surtout dans des univers qu'on peut recréer de zéro. Pourquoi pas lier les deux en fait? Pourquoi pas lier le manque de connaissances des métiers du monde des entreprises avec quelque chose de ludique, d'immersif, de technologique aussi, parce que ça attire les jeunes. C'est comme ça que l'idée est née et c'est comme ça que j'ai lancé J'explore. Et peut-être parce que c'est aussi la question que vous vous êtes posée plus jeune, c'est-à-dire de savoir à quoi correspond le métier d'expert comptable, ça on l'imagine assez bien, peut-être, mais de pilote de ligne ou je sais pas moi, de créateur de jeux vidéo. Complètement. Il y a beaucoup de métiers qu'on ne connaît pas du tout ou qu'on connaît mal. Et la plupart des jeunes, lorsqu'on les interroge sur les métiers qu'ils connaissent, ils peuvent en citer à peu près 6 à 8. C'est les études qui le montrent un petit peu, dans les études européennes. Et les métiers qu'ils citent, c'est très intéressant, c'est des métiers du 19e siècle souvent. Avocat, médecin, infirmier, infirmière. Ou de l'artisanat peut-être? Artisanat, bien sûr aussi, tout à fait. En fait, c'est les métiers qu'on voit tous les jours. Boucher, voilà, vous voyez, des choses comme ça. Mais les métiers d'avenir, personne ne les connaît. Et les métiers qu'on n'a pas la possibilité de voir, par manque de connaissances, par manque de réseau, par manque d'accès aussi, parce que beaucoup de métiers sont aussi géographiquement disposés dans toute la France. L'idée, c'est de rapprocher, et c'était aussi de leur apporter cette information concrète, et en fait d'apporter l'entreprise dans l'école. C'est vraiment ça le concept. Oui, d'autant plus qu'il paraît que 85% des métiers de 2030, donc c'est quand même tout proche, n'existent pas encore. Donc ça leur permettrait effectivement d'avoir une approche sur leur à la fois choix de spécialité pour certains qui sont aujourd'hui encore peut-être en 4e ou 3e, et c'est à l'avenir un choix important à faire. Et puis un choix effectivement dans les études plus tard pour Parcoursup. Tout à fait. Les jeunes de 4e, de 3e aujourd'hui,
ils seront quelque part sur le marché du travail dans 5 à 10 ans. En 5 à 10 ans, il se passe beaucoup de choses. Donc, vous l'avez cité, il y aura beaucoup de métiers qui ne vont pas exister ou des métiers qui vont apparaître. Il y a beaucoup de métiers aussi qui vont se transformer. C'est aussi pour nous un des enjeux, c'est de prendre des métiers existants et de montrer comment ces métiers vont évoluer avec la transition énergétique, avec la transition écologique, avec l'impact du numérique. En fait, tous les métiers sont touchés plus ou moins, que ce soit les métiers dans l'industrie, dans la cimenterie, dans le cuir, dans l'artisanat, même dans la vente. Et même dans les métiers d'hôtellerie, on a... Alors, un exemple précis, un métier qu'on connaît bien et qui n'aura plus rien à voir dans 10 ans? Un des métiers qu'on a créé récemment, c'est coupeur de cuir. Ouais. Vous imaginez tous le coupeur de cuir avec sa machine, il découpe le cuir à la main. Aujourd'hui, il y a 3 manières de couper. À la main, avec sa machine Voilà, manuellement, on va dire. Il y a 3 manières de couper le cuir aujourd'hui. Donc, cette première façon artisanale, au jet d'eau pressurisé et au découpe laser. Donc, nous, l'idée, c'est maintenant de apporter cette information en disant, en fait, le métier va évoluer, on va découper le cuir différemment. Donc, il faut mobiliser des compétences nouvelles. On n'est plus un simple coupeur de cuir, on va aussi manipuler des machines complexes. Il faut de nouvelles compétences et le métier va se transformer. Ça, c'est tout le travail qu'on fait avec les entreprises dans le choix du métier, souvent des métiers en tension, donc où il y a des besoins de recrutement, mais aussi dans la scénarisation. Quel message on fait passer pour les jeunes, pour que ça leur parle, pour que ça soit concret, et en même temps pour les projeter, parce que la plus grande difficulté des jeunes aujourd'hui, c'est de se projeter dans l'avenir. Oui, parce que c'est ça, en fait, c'est complètement immersif. En fait, c'est comme si on faisait un mini-stage au sein même de l'entreprise, hein, c'est ça? C'est un mini-stage de 5 minutes, où vous accompagnez la personne dans son quotidien. Donc, on va voir les briefings du matin, les temps de mission, de tâches, les moments informels aussi, mais aussi des temps qu'on appelle interview, c'est-à-dire où la personne va partager son parcours, comment elle en est arrivée à ce métier. En fait, on se rend compte que 9 personnes sur 10, l'idée qu'ils avaient au début de leur projet professionnel, et là où ils en sont aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu. C'est aussi l'idée pour nous de décomplexer le choix d'orientation des jeunes. C'est pas parce qu'on est en 3e et qu'on fait un choix, ou en terminale d'ailleurs, que notre vie elle est figée. Combien est-ce qu'il y a de métiers chargés dans la machine? On a aujourd'hui 50 métiers dans une quinzaine de secteurs. À chaque fois, l'idée, c'est de pouvoir diversifier les secteurs et on va à chaque fois diversifier, donc à la fois sur les métiers, les secteurs en tension, donc bâtiment, industrie, santé, restauration, hôtellerie, numérique, et puis des métiers un peu plus qu'on connaît tous, avocats, juristes, médecins, architectes. Alors aujourd'hui, les stages se font normalement en 3e. Est-ce que c'est trop tard pour vous? Est-ce qu'il faudrait, pourquoi pas, repenser l'âge plutôt des stagiaires et commencer dès la 6e? Alors, le plus tôt, c'est le mieux. Au moins être sensibilisé au monde professionnel, que ce soit par des interventions par des professionnels, par des visites d'entreprise, des forums. Il faut sortir un peu plus les jeunes de leur, on va dire, cocon scolaire et faire une rencontre, au plus tôt avec les entreprises. Avec les réformes de cette année sur la voie professionnelle et puis aussi sur l'apprentissage et les stages, on va commencer cette année avec des jeunes dès la 5e. Donc nous, on va mettre en place des forums avec des collèges. Mais on travaille aussi avec des 4e. Et puis les 3e, c'est vrai que quand on est en décembre et qu'il faut faire un choix d'orientation, ça les rassure quand même d'avoir découvert pas mal de choses en amont de faire ce choix pour éliminer des options ou bien pour confirmer une intuition qu'ils avaient sur un métier. Et on pourrait imaginer aussi ce casque pour des matières essentielles qui sont enseignées à l'école, effectivement au collège, comme la physique-chimie, je pense aux SVT bien sûr, même à la géographie, je veux dire, pour imaginer les volcans, l'ébullition, comprendre l'écologie. Complètement, c'est ce qui se fait un petit peu aujourd'hui, donc avec d'autres solutions. On va en fait recréer des environnements complètement en 3D pour le coup, donc des environnements historiques, donc Pompéi qui est en éruption, donc ça c'est quelque chose qui existe. Aussi vous avez peut-être visité Notre-Dame en réalité virtuelle. Ouais. Voilà, ça c'est aussi très impressionnant. Ça permet de se projeter et puis aussi d'autres modèles de casques qui permettent la manipulation, l'interactivité pour manipuler des objets. Donc là, on peut imaginer des atomes, vous voyez. C'est aussi intéressant pour apprendre et la réalité virtuelle s'intègre très bien dans un processus d'apprentissage. On est plus attentif. Vous avez vu, vous étiez isolé tout à l'heure dans le casque, vous êtes concentré. Ouais. Vous ne pouvez pas vous échapper en fait de ce que vous voyez. Ah non, on est cerné, c'est sûr, 360 degrés. Exact. Effectivement, j'ai fait le test tout à l'heure avant l'émission. Et alors donc moi, j'étais en l'occurrence avec une gouvernante d'un hôtel à Paris. Mais c'est vrai qu'on rencontre en fait plusieurs personnes qui font partie effectivement d'une société, d'un cadre de travail, un métier qu'on découvre. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi une sorte
un imaginaire, hein, mais de tutorat ou de mentorat, c'est-à-dire de rencontres aussi avec des, pourquoi pas, futurs employeurs pour ces collégiens. Tout à fait, il faut dire des vraies personnes. Oui, oui, tout à fait, ça peut être mis en place, ça existe déjà, c'est des forums virtuels, ça se fait beaucoup dans les entreprises. Avec le Covid, il y a eu un boom des réunions virtuelles et des entreprises faisaient des réunions virtuelles avec des casques. Ça permet d'interagir à distance. On a un avatar. Et le fait d'avoir un avatar, ça se permet de se projeter aussi dans un petit personnage et on peut se balader dans divers univers qui sont recréés. Ça existe. Nous, notre approche est quand même un petit peu différente puisque l'idée pour nous, c'est pas de recréer des environnements en 3D virtuels, c'est de se rapprocher au plus près de la réalité. Donc, on va aller sur le terrain, on va capturer des vrais environnements. C'est un environnement aussi qu'on veut qu'il soit contrôlé parce que très rapidement, en fait, dans un jeu, on peut passer des heures sans savoir trop où aller. Nous, l'idée, c'est d'apporter la bonne information au bon moment. On travaille sur les regards, on travaille sur le discours au bon moment. On va faire apparaître des éléments textuels, imagés, pour illustrer le métier, que ce soit des collègues, vous avez mentionné. La réalité virtuelle le permet parce que c'est comme si on était assis ici en ce moment. En fait, on peut tourner la tête et on peut voir ce qui se passe autour de nous. Pendant qu'on discute, Mickaël peut faire un essai ou pas? Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord, Mickaël? Avec plaisir. Allons-y. Un léger essai, comme ça on va pouvoir continuer d'en parler. Mais là, par exemple, qu'est-ce que vous allez lui proposer? Vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez voir la même, ou bien vous pouvez en voir d'autres. Alors là, je vais tester quoi comme métier? Teste un autre, peut-être. Différent. Tester un autre. Vous pouvez aller dans la santé, dans l'industrie. Tu cliques dessus. Alors, C'est la gâchette derrière. Derrière. alors par exemple, Vous vouliez être ophtalmo, est-ce que vous allez réussir à le trouver, ça? est-ce que je vais réussir à le trouver? La santé. Là, allez, la santé, c'est parti. On y va. Qu'est-ce que j'ai ici? Là, vous êtes face à un écran, Mickaël? Absolument. Là, je suis face à un écran sur lequel je peux faire des choix de thématiques. Moi, j'ai choisi la santé. Et là, je vais pouvoir effectivement choisir un métier. J'en ai deux qui me sont proposés. Infirmier instrumentaliste ou brancardier d'intérieur. Allez, je vais choisir infirmière instrumentaliste. J'ai toujours rêvé de bosser dans un bloc opératoire. Ouais. En revanche, comment je peux cliquer? C'est avec l'index, tout à fait. Vous pointez. Ah voilà, Et c'est lire. parti. Voilà. Oui, donc ça a l'air très simple d'utilisation en plus. On le veut très simple parce que le public, ce sont des jeunes, pour que ce soit rapide, pour qu'on soit immergé le plus rapidement possible, mais aussi pour les professeurs parce qu'ils ont un usage un petit peu différent. C'est eux qui vont animer en fait les ateliers pour nous. On va les former à l'utilisation du matériel. On va leur partager des trames d'ateliers pour qu'eux ils puissent le mettre en place en autonomie. Donc on a à la fois un format d'accompagnement par notre équipe, mais aussi à travers des relais éducatifs. Ah oui. Qu'on va équiper. Oui, donc ces fameux relais dont vous parlez, pendant que Mickaël effectivement fait son immersion, on entend effectivement la voix off derrière de l'infirmière qui reçoit Mickaël dans son hôpital. Donc vous pouvez faire aussi des relais, c'est-à-dire qu'il y a le relais effectivement virtuel que l'on vous proposez avec J'Explore, mais aussi ce relais qu'on peut imaginer après, pourquoi pas, avec eh bien, les personnages que vous avez rencontrés, réels, et qui viennent aussi au sein des collèges pouvoir expliquer leur métier, partager leur expérience suite à ce qu'ils ont vu en réalité virtuelle. Tout à fait, c'est vraiment là la plus-value d'un parcours d'orientation, c'est-à-dire à la fois découvrir des choses en virtuel, ludique, interactif, mais ensuite ne pas oublier qu'il faut qu'un parcours d'orientation, ça se continue, ça se construit. Travailler sur les soft skills, sur les compétences intrapersonnelles, mais aussi rencontrer des professionnels. Et non, on travaille avec les entreprises en ce sens, dans le cadre de forums d'orientation, forums métiers, salons d'orientation, où les professionnels vont venir et ensuite expliquer de manière plus concrète, parce que les jeunes ont expérimenté avec eux ce métier, et ils vont poser des questions plus pertinentes, et un échange plus concret va se créer. C'est vraiment l'objectif, c'est d'aller créer un parcours de bout en bout. De bout en bout. Hein. Alors, Mickaël, juste pour terminer cette interview avec Gennady Pak, justement, racontez-nous là, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un bloc opératoire avec une infirmière qui est en train de m'expliquer, que j'ai vu s'équiper avec la blouse bleue. J'ai l'impression d'être dans Grey's Anatomy, en fait. Bon, d'accord. Et vous voyez un patient ou pas? Alors, je vois les jambes d'un patient, mais c'est l'infirmière qui est devant lui. D'accord. Donc, il est masqué. Et vous savez ce à quoi vous allez assister, là? Je sais, pardon? Ce à quoi vous allez assister ou pas? À une opération, visiblement. Alors, elle ne m'a pas donné les détails. Elle m'explique surtout comment tout ce qui est la stérilisation des instruments, tout ça. Voilà, bon, vous pouvez faire une petite pause, retirer. On a bien compris, en tout cas, ça a l'air passionnant. C'est assez impressionnant. Mais merci beaucoup pour ce partage. Hein. Vraiment, Gennady Pak, vous êtes donc le fondateur, on peut mettre une petite pause peut-être, le fondateur de J'Explore. Comment on réussit, alors j'ai compris que vous alliez au sein des collèges, oui. Mais sinon, comment on peut s'équiper
Comment on fait? Alors aujourd'hui, il y a deux manières de découvrir les métiers avec notre solution. Premièrement, les établissements scolaires, les collectivités ou les programmes éducatifs peuvent prendre contact avec nous pour organiser des sessions d'orientation. On se déplace dans toute la France avec notre équipe. Et l'autre manière, c'est de pouvoir équiper des structures existantes, soit avec des casques, soit ils ont peut-être déjà des casques, dans le cadre d'autres usages qu'on a évoqués tout à l'heure dans l'éducation. On installe notre plateforme, on va former les équipes éducatives à bien animer avec la réalité virtuelle, et on va aussi leur partager des ressources pédagogiques, des boucles d'animation, des fiches d'action, des fiches métiers. L'idée, c'est vraiment qu'ils soient autonomes avec quelque chose de clé en main, et ils ont accès toute l'année à notre solution et ils peuvent le déployer auprès de leurs jeunes. Ok, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup, Gennady Pak. J'explore donc le casque à réalité virtuelle. Merci pour l'invitation. Disponible. Merci beaucoup. Eh bien, Mika, après justement, j'explore, vous allez explorer ce qui se passe sur les réseaux. Allons-y. Mickaël, je tiens à vous remercier avant votre chronique, cher Mickaël, parce que vous avez mis la veste que je voulais. Vous avez vu? Oui, la veste avec les rayures pour rappeler celle du tennis, évidemment. Petit accident de café pendant la pub. Mais non, pas du tout, c'est parce que c'est une volonté de ma part. Quoi de neuf sur les réseaux aujourd'hui, justement, les adieux d'une légende du tennis? Oui, c'était le week-end dernier, impossible de passer à côté. La star du tennis, Roger Federer, a tiré sa révérence après 25 ans de carrière. Et heureusement qu'il n'y avait pas école le lendemain, car beaucoup d'ados se sont couchés tard, très tard, vendredi soir, pour suivre son dernier match jusqu'à la fin. Il a joué en double avec son ami et rival de toujours, Rafael Nadal. C'était dans le cadre de la Laver Cup à Londres. Federer et Nadal ont perdu le match, mais ça finalement on s'en fout, c'est pas important. Non, ce qu'on retiendra, c'est ce moment historique. Les images ont fait le tour de la planète. La légende a raccroché sa raquette. Et alors sur les réseaux sociaux, on retiendra aussi les images du discours de Roger en pleurs, remerciant sa femme et ses enfants. Et puis cette image, Roger Federer et Rafael Nadal en pleurent tous les deux. Federer bouleversé, qui cherche la main de Nadal pour être soutenu dans cette épreuve, pendant que les 19 000 personnes de l'O2 Arena font une standing ovation à la légende. Cette image qui va donc rester dans les annales. Oui, une image qui était en top tweet le week-end dernier, et même encore en début de semaine, dans sa version originale et dans sa version détournée, car oui, Virginie, cette photo a aussi été source d'inspiration pour les petits malins du web. Alors comme d'habitude, je vous ai fait une sélection. La première, c'est celle-ci. Elle est un peu vache pour le tennisman français. Quand tu assistes à un match de Benoît Paire, voilà ce que ça donne. Perso, ça m'a fait beaucoup rire. Alors, les deux autres nous parlent davantage sur School TV. D'abord, celle-ci, quand tu dis aux élèves qu'on a terminé le chapitre d'histoire et qu'on va passer au chapitre de géographie. Et puis la dernière, quand le prof demande à un des deux élèves qui bavardent au fond de la classe de changer de place et de venir au premier rang. À l'école, justement, alors l'exemple de Federer, est-ce qu'il va servir à créer des vocations? Excellente question, Virginie. Est-ce que nous aussi, en France, on va arriver un jour à former de vraies stars du tennis à l'image de Federer ou de Nadal? Je rappelle qu'on n'a pas gagné Roland-Garros depuis 1983, que le tournoi a lieu chez nous, c'est un peu énervant. Quoi qu'il en soit, si vos enfants ont envie de découvrir le tennis ou un autre sport, une des nouveautés de la rentrée 2022, c'est l'ajout de 2 heures de sport supplémentaires dans le temps périscolaire, afin que les élèves puissent pratiquer de manière volontaire une activité physique au sein d'un club ou d'une association sportive, mesure qui sera testée dans 140 établissements à partir du retour des vacances de la Toussaint, c'est-à-dire là dans quelques semaines. Ce nouveau dispositif est-il une bonne ou une mauvaise idée? Eh bien, j'ai posé la question à Maxime Scotti, il est professeur agrégé d'EPS, on l'écoute. On est sur un dispositif qui est sur la base du volontariat, donc on sait que ce seront toujours les mêmes élèves qui viendront participer, ce ne sera pas forcément les élèves qui en auront besoin. Donc l'objectif premier devrait être de raccrocher les élèves qui sont dans le besoin et ceux qui n'ont pas forcément cette culture-là. Et là, c'est le rôle de l'EPS. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que à l'échelle nationale, forcément, on va se retrouver face à un problème d'égalité entre les élèves, avec une offre d'activité physique, de sport qui sera différente en fonction de là où on habitera. Donc on ne mettra pas les élèves sur le même pied d'égalité. Et enfin, je pense qu'on prend le problème par le mauvais bout, puisque plutôt que de renforcer l'EPS, de renforcer l'école dans ses missions, dans ses objectifs, on rajoute encore des choses en plus, alors qu'on pourrait renforcer le déjà existant pour le rendre plus efficace, le plus efficient, pour permettre vraiment à tous les élèves, de manière équitable, d'avoir un maximum d'activité physique et sportive.
Remercie Maxime Scotty. Oui, il faut former des champions. On en a besoin, surtout qu'on a les JO qui arrivent dans 2 ans. Ça se passe chez nous. Là, faut pas faire comme à Roland-Garros. Il faut ramener des médailles. Virginie, on veut des médailles. Oui, je vais tout faire pour, c'est promis. Je vais supporter les joueurs de tennis avec déjà joie. La médaille d'or du Grand JT de l'éducation. Déjà. Merci beaucoup, Mika. Merci. Allez, là, vous ferez tout pour y arriver, vous. Tout de suite, c'est Malika Ménard et Soutien d'écoliers. Cette semaine, elle reçoit Laurent Mestré. Regardez. Puis, il y a l'émission qui a changé ta vie. Koh-Lanta. Ouais, Koh-Lanta, mais T'as j'avais quel déjà âge, fait là un peu de télé déjà avant. J'avais à Koh-Lanta, c'était en 2011, donc j'avais 29 ans. Ouais. Donc moi j'aimais bien tout ce qui est un petit peu hors du commun, un truc un peu ouf. Et donc. T'avais fait quoi avant? J'avais fait un peu de. Je m'attends au pire. Partie d'un groupe disco et tout. Je faisais un peu de télé. Ouais. Disco? Ouais, je faisais partie d'un groupe disco. Comment on est passé de. Mais non, parce que j'étais dans la danse. Oui. C'était mon métier, un petit peu la danse, et ils cherchaient des chanteurs et. T'as chanté aussi? Ouais, enfin, pas vraiment. J'étais plutôt c'était des covers. Non, c'était des covers. D'accord. Pour les gens, on chantait, mais c'était pas nous. Tu vois. On était plus des danseurs. Donc j'avais déjà fait des télés, j'avais déjà fait des émissions avec Koé et tout, en tant que danseur, quoi, tu vois. Ouais. Et donc ouais, j'ai fait Koh-Lanta en 2011. J'étais pas un fan, même à l'heure actuelle, je suis pas un grand fan de Koh-Lanta, mais ce qui me plaisait, c'est vraiment le côté aventure, le côté un peu ouf, quoi, le côté un petit peu voyage, un petit peu ouais, tu sais puis pas où tu vas. Aussi. Ouais, et puis j'aime bien tout ça, j'aime beaucoup le voyage, donc ça m'a vraiment plu. Tu vois, faut savoir que quand tu fais Koh-Lanta, tu sais pas où tu vas. Tu sais, quand tu es à l'aéroport, tu sais même pas où tu vas. Tu suis tout le monde, mais tu sais pas où tu vas. Et donc j'aimais bien ce côté-là, un peu aventurier, mais je l'ai pas eu tout fait pour passer à la télé, c'était pas du tout mon but. Et d'ailleurs, je n'ai failli ne pas le faire, justement, à cause de ça, à cause de la médiatisation, parce que ça m'aurait mis un peu de barrière à cause du mannequinat, quoi. Comment tu intègres le casting? Figure-toi que j'avais une connaissance qui me tenait un petit peu au courant des castings. Elle m'avait appelé elle m'avait appelé pour quoi? Pour des émissions de séduction, ouais, pour Île de la Tentation, te dire, ouais, je suis sûre qu'il tous ces trucs-là. Ouais. Et moi, ça m'a jamais plu, tout ce qui est séduction et tout, parce que j'arrive pas à me prendre au sérieux, tu vois. Je l'aurais pas fait, je l'aurais pas bien fait du coup. Et du coup, elle m'a dit, tiens, en ce moment, il y a le casting de Koh-Lanta, est-ce que ça te dirait de le faire? Et je me suis dit, ouais, je vais réfléchir, parce que moi, il y avait un truc qui me bloquait, c'est que j'ai horreur des insectes. Je suis c'est vraiment ma phobie. Ouais. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je le fais? Je le fais pas. Et mon père un petit peu qui me boostait à le faire. Et mais je me disais non, pas trop chaud. Et finalement, j'ai donné ma lettre de motivation en l'étant comme je suis. J'avais mis un peu de conneries dans ma lettre de motivation, en disant que j'étais un peu ouf, que j'étais pas vraiment un fan de l'émission. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était l'aventure. Donc en fait, j'ai vraiment écrit une lettre comme je suis vraiment. Je cherchais pas à tout prix à être pris, quoi. Et donc, j'ai passé les castings et puis je suis parti à l'aventure en 2011. Et puis, j'ai refait en 2014, puis en 2021, parce que, voilà. Est-ce que tu réfléchis parfois à ce qu'aurait pu être ta vie si tu n'avais pas participé à Koh-Lanta? Non. Mais à chaque fois, on revient dans le passé. Ça, c'est quelque chose que j'évite. Mais ouais, parce que maintenant, les destins ont décidé comme ça. Mais je sais pas du tout comment aurait été ma vie si j'avais pas fait Koh-Lanta, mais ça aurait été peut-être pas la même sûrement pas la même. J'aurais pas eu cette médiatisation si j'avais pas fait Koh-Lanta, ça c'est sûr. L'émission t'a beaucoup apporté, mais il y a aussi eu récemment, ça t'a coûté avec les accusations de tricherie. Comment t'as géré ça? Non, ça m'a pas coûté. C'est vrai? Non. Après, quand t'es médiatisé, forcément, il faut accepter les médias qui essayent de raconter un petit peu des conneries à droite à gauche. J'ai démenti, j'ai dit sur mes réseaux sociaux que tout était faux. Mais bon, voilà, les gens ils croient ce qu'ils veulent, puis ça me dérange pas, c'est comme ça. T'as pas été épargné quand même sur les Oui, mais c'est comme ça. Bon, c'est comme ça, tu vois. Y a toujours ça te touche pas? Non, il y avait des trucs un peu relous parce que quand t'es accusé d'un truc que t'as pas fait, c'était un peu chiant. Mais bon, faut l'accepter. Moi, ça me faisait rire. Voilà. C'est en fait ce qui m'a surtout surpris, en fait, c'est la bêtise des gens et l'idiotie des gens de croire des choses qui viennent de nulle part et sans preuve. Et je me suis dit, tiens, c'est ouf. À quel point les gens peuvent croire à quelque chose, quelque chose qui a été déposé sur Instagram. Quelqu'un qui a dit, ouais, Laurent fait partie de... Ah, ça vient d'Instagram. Ça vient d'Instagram. Après, ça vient d'un journaliste qui voulait vraiment ma peau. Je ne citerai pas son nom. Ouais, qui a été contacté par un ancien de Koh-Lanta. Enfin bref, toute une histoire. Mais non, moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Laurent Mestré, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Laurent et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. C'est quoi un Reaper?
Un Reaper, c'est celui qui est au cul du camion, pardon pour le terme. C'est celui qui ramasse les poubelles. Du coup, on voit très bien. J'ai été Reaper et vraiment, j'ai pris vraiment du bon temps. C'est-à-dire ? Sincèrement, moi je me suis régalé en étant Reaper parce que Parce que Mathilde parlait effectivement des conditions difficiles. Ouais. C'est vrai que là, on va arriver en hiver et que j'imagine que Reaper... Et les horaires. Il y a les horaires, ouais, c'est ça. Il y a l'odeur, j'imagine. Il y a le rythme. Exactement. Combien de kilomètres par jour ? 13 à 14 km par jour, mais là, ça c'est au balai. Hein. D'accord. Au balai. D'accord. À peu près, en moyenne. Mais c'est bien, ça fait du sport, on n'a pas besoin d'aller à la salle. Hein. Vous parliez de métier d'équipe. Comment vous faites ? Parce que vous êtes la journée, vous êtes seul ? Alors, ça dépend, on peut être en binôme aussi. Ça dépend. Ça dépend le travail qu'il y a à faire. Ça dépend les quartiers, parce qu'il y a les quartiers sensibles aussi. Donc là, on n'est jamais seul, par exemple. Voilà. Moi, je suis seul parce que je suis dans les quartiers touristiques, Châtelet, Hôtel de Ville, Notre-Dame de Paris, tout ça. Mais sinon, s'il y a vraiment du travail, là, on peut être en équipe. Et c'est bien aussi les marchés, on est en équipe. Seuls 20% des enfants autistes vont à l'école, 100% en Italie, 80% en Angleterre. Oui, tout à fait. Donc ça veut bien dire que c'est possible. Donc c'est possible et c'est sûr qu'il y a un grand problème. Alors je ne pense pas que tous les enfants avec autisme doivent aller à l'école. J'entends par là que mon petit garçon, par exemple, qui ne parle pas, comme je le disais, qui n'est pas à même de communiquer avec d'autres enfants, qui a beaucoup de mal dès qu'il y a du bruit, donc la cantine serait un enfer pour lui, une cour de récré serait un enfer pour lui, puisque sensoriellement, il ne peut pas supporter cette présence et ce bruit. Donc certains enfants, ils ont besoin d'un environnement protégé, c'est certain. Mais d'autres, et une bonne partie, et sans doute la majorité des enfants, ils ont leur place à l'école. C'est juste que l'école française, c'est une école de la performance. C'est une école élitiste. Je pense que ce n'est pas un sujet... Enfin, c'est pas un scoop que je dévoile ici. Non. Voilà. Et d'ailleurs, je dirais que, ironiquement, mon mari, moi, mes parents, on est des très très bons représentants de la méritocratie républicaine, dans le sens où on a fait plein de belles études, des beaux diplômes. On est passé par Louis le Grand, Henri IV, Louis. Ma mère était à Polytechnique, mon père Centrale, traumatisé de ne pas avoir eu Polytechnique. Donc mon mari, il est normalien, agrégé, docteur. Bon, moi, j'ai fait que Sciences Po Paris. Que Sciences Po Paris pour mon mari, c'est l'équivalent, je cite, de pas grand-chose. Mais le trauma est peut-être là. Il est évident, si vous voulez, que voilà, on avait été élevés dans l'idée que voilà, quand on veut, en effet, on peut. Et je pense qu'avoir un enfant comme Paul, avoir un enfant dont on voit que ses capacités, quoi qu'on fasse, il peut progresser, mais il a 18 mois d'âge mental. Il aura peut-être, maximum 2 ans d'âge mental sur certaines de ses capacités. Eh bien, on se rend compte alors que la méritocratie républicaine, en fait, ce ne sont que des oripeaux... C'est une machine à massacrer, ouais. En fait, ce sont que les oripeaux d'un darwinisme sans foi ni loi. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez les capacités, si jamais... Vous pouvez être différent, d'ailleurs. Et c'est ce que montre Temple. C'est-à-dire que Temple, elle est différente, mais elle est différente de façon féconde. C'est-à-dire que si jamais vous avez une différence qui permet de faire monter la croissance, d'alimenter la croissance à 2 chiffres, à ce moment-là, vous serez accepté. Mais si jamais vous êtes comme Paul et comme 350 000 autres enfants comme Paul, puisqu'en France, il y a 700 000 autistes, 350 000 ne parleront jamais. Où sont ces 350 000 ? Eh bien, je vous annonce que comme il n'y a pas de structure, en fait, pour les accueillir, comme on ne sait pas trop quoi en faire, que la France ne met pas trop d'argent là-dedans parce que c'est compliqué, qu'on a 40 ans de retard. Il y a eu des plans autisme. Mais il y en a eu, ils se succèdent, en fait, les plans autisme. Mais il y a différents problèmes qui sont, les histoires, en fait, par exemple, pour l'inclusion scolaire. Eh bien, en fait, on fait de l'inclusion un peu low cost. Parce qu'on se dit, bon, très bien, on va mettre plus d'enfants. D'ailleurs, de 20%, on va monter à 22, 23, 24, 25. Sachant que dans les 25%, il y a aussi... Avec pas assez d'AESH ou des AESH pas assez formés, où on en change 3 fois dans l'année, et des enseignants pas forcément formés, enfin bon, bref. Avec des AESH qui, en effet, auparavant avaient peut-être 3 enfants, maintenant ils en ont 4 ou 5 ou 6 ou 7. François Ruffin disait qu'il connaissait une AESH qui désormais avait 11 enfants. Si vous avez 11 enfants, éventuellement 11 handicaps différents, parce que là, on parle d'un handicap, mais il y en a évidemment des dizaines, voire des centaines. En plus, vous êtes payé au SMIC horaire, donc vous vivez sous le seuil de pauvreté, parce que quand vous allez d'une école à une autre, le trajet n'est pas payé. Vous n'avez aucune perspective d'évolution, donc je ne vois pas très bien, à part une sorte de dévouement sacrificiel, eh bien, pourquoi vous continueriez alors qu'on ne vous donne absolument rien pour vous aider ? D'abord, tu as prononcé un mot important, c'est celui de test de défense planétaire. C'est littéralement le premier mis en action par la NASA cette semaine.
le but ultime de l'exercice, si j'ai bien compris, dans la mission DART, c'est de protéger l'humanité face à une éventuelle menace réelle d'astéroïdes. On a l'impression d'être dans Armageddon, d'être dans Don't Look Up concrètement, Gaël. Mais est-ce qu'on peut dire que la réalité est en train de dépasser la fiction, là? Non, on a des traces de pénétration dans l'atmosphère de gros astéroïdes. On attribue d'ailleurs à un astéroïde la disparition d'espèces animales majeures, des dinosaures. On a, il y a quelques années, des rentrées qui ont fait pas mal de dégâts du côté de la Russie, et donc qui prouvent que ce danger est bien réel. On parle de danger extraterrestre. Alors, il y a ces corps rocheux et le Soleil qui peut entrer en éruption et envoyer des vents solaires qui peuvent être catastrophiques pour les infrastructures électriques et ferroviaires et les télécommunications et tout ce qu'on a envoyé depuis le début de la conquête spatiale dans l'espace. Donc, c'est deux dangers, je mets des guillemets, extraterrestres. L'humanité, évidemment, doit se préparer, comme les catastrophes naturelles. C'est une forme aussi de catastrophe naturelle potentielle. Et il est très important un peu que nos gardiens de la galaxie, on en a aussi en France, le Cosmos, du côté de Lyon-Montverdun et du côté de Toulouse, le centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux, parce que la France est un des rares pays qui dispose de radars spatiaux. On n'est pas nombreux sur Terre à avoir ces capacités-là. Et la France, c'est la France. Pour le coup, sur ces systèmes-là, on a parfois des technologies qui sont jalousement gardées par la France et pas forcément partagées avec des autres pays européens. Dommage, pour vous demander si justement il y avait de la coopération en matière de test de défense planétaire. Oui, disait Gilles, avec la deuxième partie de la mission DART qui sera opérée par l'ESA, visiblement, l'Agence spatiale européenne, mais... On a évidemment sur ces sujets d'intérêt général de la coopération. Évidemment, sur le secteur militaire, il y a encore évidemment au sein de ces agences militaires des secrets bien qui sont jalousement gardés. Vous rendez visible, Ludovic, les hommes de l'ombre. Comment, justement, a commencé cette démarche sur les réseaux sociaux? Alors, en fait, c'est une vidéo. J'ai fait une vidéo quand j'étais au cul du camion, donc Reaper, parce qu'on nous a sifflé. Dépêchez-vous, ça le fonctionnaire, vous êtes payé à rien foutre, et nanani, nanana, enfin, toutes les insultes possibles et inimaginables. Et j'ai dit à mon collègue, on va stopper là, et tu vas me filmer, tu vas prendre des photos, comme ça on va faire une vidéo, on va la mettre sur un réseau social. Parce que vous étiez en train de... En train de ramasser les poubelles, tout simplement. Les poubelles, du coup, c'est quoi? Il y a un embouteillage derrière? D'accord. Classique, comme tous les jours, quoi. D'accord. Et voilà. Donc, des gens pressés, peu importe. Et du coup, j'ai demandé à mon collègue qu'il fasse des photos, une petite vidéo, hop, je la mets sur TikTok, mais je ne connaissais pas TikTok à l'époque. Et du coup, ça a fait 345 000 vues. La toute première vidéo. D'accord, c'est prometteur. Non, j'ai eu très peur quand même, parce que je ne connaissais pas du tout les réseaux sociaux, j'étais anti-réseaux sociaux. Et au final, j'ai eu des petits abonnés. Et quelques mois après, je me suis aperçu que je pouvais faire des lives, et là, tout s'est enchaîné dans ma tête. Alors justement, pourquoi cette envie et ce besoin de faire des lives? Ça a plus d'impact ou justement... Complètement, parce que là, on est dans le réel. Dans le réel. Là, j'ai des petites poubelles à la maison. Donc poubelle jaune, poubelle verte, poubelle rouge, etc. Et je leur dis, voilà, ça, c'est tout bête. Vous mettez le plastique dans la poubelle jaune, vous mettez les ordures ménagères dans la poubelle grise ou verte. Bon, et là, il faut un diplôme, il faut un diplôme quand même parfois. Moi, je me suis aperçu... savoir où on trie. Oui, je suis assez d'accord. Je me suis aperçu que dans toutes les régions, les couleurs de poubelles sont différentes. Alors, par contre, j'ai su aussi que maintenant, le jaune est devenu européen. Je ne savais pas. Voilà, et les grises... Maintenant, il va y avoir les ordures ménagères chapeau gris. Ça va être aussi européen. C'est en train d'être uniformisé. Donc, tant mieux. Et merci. Parce qu'on s'y perd dans toutes ces couleurs. Et il y a encore 4 ans, je pense qu'on ne comprenait rien, effectivement. Exactement. Heure de la récré, vous nous emmenez dans un endroit que, logiquement, tous les enfants connaissent. Mais oui, si je vous chante... Tin, 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 ta. Bravo. Extraordinaire. Bon, bah, on a tous reconnu, Fort Boyard, bien sûr. Alors, on a tous déjà rêvé de visiter Fort Boyard, de faire partie de cette équipe qui fait Fort Boyard. C'est même une visite qui est très répandue en bateau, depuis La Rochelle. Ça, j'ai fait. Moi aussi, depuis Foura, on peut le faire même. Absolument. Donc, on fait le tour de ce joli fort et on revient. Enfin, normalement, puisqu'en septembre 2021, un YouTuber
youtubeur s'est infiltré carrément dans le fort pendant 2 jours pour tourner une vidéo. Il y est allé en kayak, puis il a escaladé les 20 mètres de hauteur du fort. Ce youtubeur, il s'appelle Max von Croft. D'accord, c'est pas un conseil qu'on est en train de donner à celles et ceux qui nous regardent, c'est interdit. C'est totalement interdit. Verboten, forbidden, tout ça. Absolument, ne le refaites pas. Et en fait, je vous en parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, en fait, a lieu son procès. C'est tout à l'heure. Ah bah oui, bah voilà, il s'est fait prendre ce monsieur. Voilà, parce que la production a porté plainte à la suite de cette intrusion. Alors, il risque, c'est très sérieux quand même, jusqu'à 1 an de prison ferme et une amende de 15 000 €. Alors, pourquoi il l'a fait en dehors du défi ? Alors on peut un peu comprendre, il voulait visiter le fort, en dévoiler les secrets, et franchement j'avoue que c'est plutôt bien réussi. Déjà la vidéo est toujours en ligne, elle a fait plus de 600 000 vues, et franchement vraiment, force est de constater que, voilà, moi j'ai regardé les 17 minutes, complètement fascinée, parce que c'est vraiment dingue de découvrir les coulisses, il a tout filmé, on voit vraiment tout, hein. Et c'est vrai que pour les fans de l'émission, et ils sont nombreux, c'est cool. Il y a genre moins 2 autour de la table. Ouais. Ça fait quelque chose de voir tout ce qu'on ne voit pas habituellement à la télé. En tout cas, à ne pas refaire, mais on apprend des choses. Bah oui. Est-ce que vous voulez une petite dernière info sur le fort que je ne savais pas du tout? Je ne savais pas que en fait, l'émission avait été adaptée dans 30 autres pays, et ils viennent tous tourner dans le fort. En France. Et alors, typiquement, dans la salle des boyards, vous savez, à la fin où on récolte les boyards, ils changent systématiquement l'alphabet pour que les joueurs puissent inscrire le mot code. Ah bah oui. Que les boyards tombent. Et alors, c'est là que c'est marrant. Par exemple, au Royaume-Uni, le père Fouras, il s'appelle The Professor. Logique. En Espagne, Pasmura, et c'est Gorgorito. Quel accent. Et en Grèce, merci. Et en Grèce, Felindra, vous savez, Felindra, tête de tigre, c'est Carmen. Et la Carmen. Voilà. Merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you very much. Vous nous faites un petit coup de générique? Gilles, en effet, l'idée du coup de DART, c'est de se dire qu'il vaut mieux prévenir plutôt que guérir, si je résume. On se prépare à une éventuelle potentielle menace astéroïde, ou en tout cas extraterrestre, pour savoir comment réagir si toutefois un jour ça devait se produire. C'est ça. Alors en fait, ce qui se passe, Gaël l'a dit, effectivement, ça fait partie des risques naturels auxquels la Terre est soumise. En fait, les risques naturels, vous connaissez les tsunamis, les tremblements de terre, le volcanisme, ça, ce sont des risques naturels qu'on a du mal à prévoir, mais surtout contre lesquels on ne peut pas se prémunir. Et dans tous les cas, ces risques naturels-là, même quand ils font des dégâts importants, ce ne sont jamais des risques naturels globaux. C'est-à-dire que c'est toujours local ou régional. Un tremblement de terre, un volcan, un tsunami, c'est rarement plus que l'échelle locale, voire l'échelle régionale quand c'est vraiment très important. Le risque d'impactisme, le risque majeur d'impactisme, lui, il peut être très local, avec une petite météorite qui tombe. Il peut être régional, avec une météorite, un bolide plus gros, qui fait peut-être entre 100 et 300 mètres de diamètre. 100 à 300 mètres de diamètre, ça rase une région complète, voire un continent complet. Si l'objet fait 1 km de diamètre, alors là, c'est planétaire. Et donc, le risque est mondial, c'est-à-dire que ce soit la Chine, la Russie, la France ou l'Australie ou l'Amérique, tout le monde va en prendre pour son grade jusqu'à l'extinction potentielle de l'espèce humaine et d'une partie de la biosphère, comme c'est effectivement arrivé il y a 65 millions d'années avec les dinosaures. Donc, des objets de plus de 1 km de diamètre qui pourraient croiser la Terre, ça s'appelle des géocroiseurs, il y en a à peu près 1000 qui sont recensés. C'est la fin, voilà, c'est la fin, non, c'est pas la fin, on revient demain évidemment, mais c'est la fin de ce grand JT et de ce soir. Merci beaucoup Mika, merci à vous de l'avoir suivi. SchoolTV.com pour nous retrouver, canal 247 sur les Freebox bien entendu. Merci à toute l'équipe ce soir, à la réalisation c'était Théo Boscar, au son c'est Alexis Oustabassidis, au make-up Laure Audemont, à la rédac Emma Guessel et Agathe Delannoy. Merci à toute l'équipe de l'ombre aussi évidemment et merci à vous. Ciao, demain. Bye bye.